retour dans l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Sylvain Ulrich Obam, docteur en droit et avocat au barreau de Paris, Daoud Attal, notre éditorialiste, et Abdelkerim Yacoub Kounogoumi vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Abdelkerim. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières. Avec vous, on va revenir sur le virus Ebola qui continue de s'étendre en République démocratique du Congo. Mais avant, Sylvain, vous vouliez rajouter quelque chose au sujet des élections au Bénin? Je voulais juste conclure pour dire que non seulement la décision de la Cour viole les règles nationales, mais aussi les règles supranationales. Je rappelle que le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance prohibe sans fioriture la modification des règles électorales 6 mois avant les échéances électorales, sans consensus des parties prenantes. Donc la modification unilatérale de ces règles électorales, dans un délai qui n'est pas respecté, pose un véritable problème démocratique et de pacification de la scène publique et politique béninoise. Et je pense que cette décision, si les négociations en cours peuvent permettre à ce que la Cour constitutionnelle se déjuge, j'espère qu'elle le fera et qu'elle sera audacieuse comme celle du Kenya, mais dans un contexte différent. Je pense que ce serait un atout nécessaire pour la stabilité du Bénin. En tout cas, des élections toujours fixées au 28 avril et l'opposition donc continue d'appeler à un scrutin plus inclusif. On passe tout de suite au reste de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue de se propager. Déclarée le 1er août 2018 dans l'est du pays, la 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais a tué plus de 620 personnes sur 1 millier de cas selon le dernier bilan du ministère congolais de la Santé. Sur place, c'est une course contre la montre qui semble être engagée, mais avec en face un vaccin peut-être mal anticipé, mais aussi la désinformation et la défiance de certaines population envers le personnel de santé qui empêche une prise en charge plus efficace. Les précisions de Nelly Claude Bessa. Le ministère congolais de la Santé intensifie la communication pour la prévention et le contrôle des infections communautaires de la maladie à virus Ebola. Des équipes de l'Organisation mondiale de la santé sillonnent les établissements scolaires dans la province du Nord Kivu où elles expliquent les signes et les symptômes du virus aux élèves, mais également comment se protéger. J'ai constaté que beaucoup des enfants n'avaient pas la notion d'Ebola. Comme quelqu'un, dans une école, il y a un enfant qui m'a posé la question de savoir pourquoi on nous dit de laver les mains et pourquoi pas tous les corps. Nous étions ici avant d'aller à Kinshasa, nous avons beaucoup passé le temps ici et il sait que je suis là pour aider les peuples de Béni. Les autorités sanitaires congolaises ont peaufiné des dispositions sanitaires comprenant la désinfection des formations sanitaires et des ménages, l'installation des points de lavage de mains et la mise à disposition des équipements de protection individuelle. De nouvelles mesures, notamment l'essai d'un vaccin, des traitements expérimentaux et des unités mobiles pour traiter les patients auraient contribué à freiner la propagation du virus. C'est nous qui avons les enfants qui sont pour nous des messagers auprès de leurs parents. Et les enfants aussi qui doutent de tout. L'épidémie à virus Ebola avait été déclarée officiellement le 1er août 2018 dans la province du Nord Kivu avant d'atteindre la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. Cette épidémie a dépassé le seuil de 1000 cas, faisant 629 victimes dans le pays. Alors, une étude parue cette semaine, cette étude s'est appuyée sur a interrogé près de 1000 personnes dans la ville de Béni et de Butembo et seulement un tiers d'entre elles dit faire confiance aux autorités locales pour aider dans la lutte contre l'épidémie et plus d'un quart ne croit pas en l'existence même d'Ebola. Abdelkerim Yacoub Kounogoumi. Donc là, on a une forme de désinformation, de défiance complètement vis-à-vis des autorités de santé congolaises. Comment expliquer cela et est-ce que le gouvernement congolais joue véritablement le rôle sur le plan de la prévention et de la sensibilisation? Oui, c'est le plus grand problème de nos États et surtout de nos communautés.
nos dirigeants n'ont pas impliqué les autorités traditionnelles, les familles, les parents dans la lutte et dans la stratégie de lutte contre ces maladies. La dame l'a bien dit au début, qu'ils ont vu des gens qui ne croient même pas à l'existence d'Ebola. Donc ça veut dire que la situation est très grave. On a fait des concepts, on a exporté des concepts de lutte, mais ces concepts-là ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Donc maintenant, je crois qu'on devait commencer par là. Aujourd'hui, sur les 5 millions des enfants qui meurent de cette maladie, enfin infantile, en gros, la plupart, c'est dans cette croissant d'Afrique qui va de la Guinée jusqu'à RDC. C'est ça qu'il y a beaucoup plus de morts. Maintenant, comment faire? Eh bien, il faut commencer à sensibiliser. Donc, la méthode la plus importante et la plus efficace est la pédagogie et la confiance entre ceux qui souffrent, les victimes, et les soignants. La deuxième difficulté qui n'arrange pas les choses, ce n'est pas seulement la communication. En un mois, il y a eu 30 attaques de groupes armés contre ces centres hospitaliers. Et ce qui fait que les gens même ont peur d'y aller parce que ces groupes armés, quand ils viennent, ils achèvent des malades. Donc je crois que... Il faut un double défi dans cette région. Triple défi. Donc le troisième défi, c'est que maintenant, c'est bien de pouvoir sensibiliser, c'est bien de pouvoir sécuriser ces centres, c'est bien de pouvoir faire tout ça, mais est-ce que les dirigeants de ces États-là consacrent suffisamment de moyens pour la santé et pour lutter contre cette maladie? Et je regarde presque combien de pourcents du PIB est alloué dans le domaine de santé. J'ai l'impression que nos dirigeants attendent beaucoup de l'extérieur, de l'ONU, de l'OMS, pour régler nos problèmes, alors qu'il suffisait juste de réorienter nos ressources, d'abord nos propres ressources, vers ces centres, ces domaines prioritaires, qui est l'éducation et la santé, et après attendre-le ailleurs. Alors effectivement, c'est surtout la communauté internationale, notamment l'OMS, qui est en première ligne dans la lutte contre Ebola. Qu'en est-il des autorités congolaises sur cette question? Est-ce qu'elles ne tentent pas quelque peu à minimiser l'ampleur de l'épidémie? On a eu quand même il y a quelques mois le gouvernement disant vous maîtrisez finalement la situation et finalement on est passé d'un bilan il y a à peine un an de 33 morts à plus de 500 actuellement, plus de 600 même actuellement. Sylvain Ulrich Obam. Je ne voudrais pas succomber dans la tentation de déplorer les efforts quand même consenti par les États africains ou la RDC pour venir à bout de ce genre d'épidémie. Mais c'est pas une petite épidémie. Je rappelle quand même que la RDC est le berceau de l'Ebola depuis 1976 et elle en est à sa 10e épidémie. Donc depuis cette année, est la deuxième, la plus meurtrière que le monde n'ait jamais connue depuis 2014, suite à celle qui a atteint la Guinée, qui a fait 11 000 morts. Donc, il y a plusieurs enjeux. Parce que la RDC, d'abord, c'est un problème de sécurité, déjà. Il faut sécuriser déjà les lieux de vie des populations. Déjà, la ville de Katoua et Batumbo a été attaquée, les centres de traitement d'Ebola de ces villes ont été attaqués. Donc, ça pose déjà un problème de sécurité. Même si on fait des campagnes d'information, d'installation des pompes de lavage de mains, d'éducation à l'assainissement, je pense qu'avant tout, il y a d'abord un problème de sanctuarisation de la question de la sécurité. Maintenant, mais il faut quand même aussi admettre, même si je ne succombe pas à la tentation d'attaquer les États africains, qu'on a l'impression que les États africains attendent toujours que ce soit les organisations internationales qui mettent à l'agenda les problèmes de santé concernant nos États. J'attends bien quand des sommets de l'Union africaine, justement pour adopter des politiques communes de vaccination pour l'ensemble des nouveau-nés, ou créer des structures sur des plans sous-régionaux afin justement de mettre ensemble peut-être des centres de santé avec des économies communes, avec un budget commun, vu que chaque État a du mal à financer ces problèmes de santé. Il faut peut-être avoir là de l'innovation et de l'imagination pour pouvoir trouver des solutions qui peuvent faire en sorte que le problème de financement
de la problématique de l'épidémie, qui ne dépend pas seulement de l'information, puisse aussi être trouvée par justement des mutualisations des moyens. Alors justement, sur le financement du système de santé, on va en parler dans la troisième partie de cette émission, mais toujours sur cette épidémie qui continue de faire des ravages en Afrique de l'Est. Est-ce que effectivement ce climat d'insécurité dans cette région n'alimente pas aussi cette défiance des populations à l'égard des autorités de santé? On rappelle que ce sont quand même des zones laissées à l'abandon par l'État, donc c'est ce qui, effectivement, pourrait aboutir à une méfiance des populations de ces régions à leur endroit, Daouda Attal. Oui, le défi sécuritaire, il est là et ça ne facilite pas les choses. C'est sûr qu'un soignant a d'abord besoin d'être en sécurité pour exercer son métier. Ça, c'est la base. Ensuite, au-delà de ce problème de sécurité, je pense qu'il y a aussi une question de stabilité. Parce que bon, on le sait aussi, hein, la RDC n'a pas toujours été stable. Hein. On ne va pas revenir sur l'époque 2003, 2006, etc., surtout dans cette partie. Mais même récemment, on a eu des élections un petit peu tumultueuses quelque part. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que pour combattre ce type de fléau, parce que c'est le cas, il faut un effort national. Et pour qu'il y ait un effort national, il faut bien entendu que tout le monde se retrouve autour de cette cause. Même si, on le sait, c'est au nord Kivu et dans l'Ituri que les cas se sont révélés, ça peut aller vers d'autres régions. Et donc, il faut un effort national, il faut que de la sensibilisation, de la communication. Or, ce que l'on voit, c'est des croyances occultes, des gens qui disent qu'ils ne croient pas forcément. Bon, il y a tout un tas de choses qui sont dites là-dessus. Donc, il y a un problème de communication. Moi, je prends un exemple, parce que c'est possible de combattre Ebola, effectivement. En 2014, en l'occurrence, il y a eu les cas en Guinée, dans cette région. Je rappelle quand même qu'il y a eu plus de 11 000 victimes à l'époque. Moi, je me trouvais à Dakar. À un moment donné, il y avait un cas importé de la Guinée au même moment, dans Dakar. C'était le seul cas, et ça en est resté là. Un voyageur qui a quitté la Guinée et qui est venu à Dakar, ça a été soigné, pris en charge convenablement, et personne d'autre n'a été atteint. Et pourtant, il y avait quand même cette peur que l'on sentait, qui était générale dans la capitale et même dans tout le Sénégal. Il y avait de la sensibilisation, tout le monde faisait attention. On sentait que même si c'était un seul cas, il y a eu un effort national, donc la population a soutenu. Il y a eu une préparation. Une préparation, un respect des règles. Tout le monde a pris la chose au sérieux, même si c'est un seul cas. Donc je pense que aussi là-dessus, c'est là que je mettrais aussi, au-delà des moyens qui sont mis en œuvre, la responsabilité des pouvoirs publics et aussi à leur décharge un petit peu l'instabilité politique qu'a connue ce pays, c'est-à-dire le manque d'effort national qui fait que la population ne se range pas derrière, on ne communique pas beaucoup, parce que c'est tout à fait possible. Mais ce sont des régions où l'État est absent de ces régions-là. Je pense que ça joue véritablement. Le problème, ce n'est pas de savoir si on peut soigner, combattre Ebola. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, bon, voilà, il y a un vaccin qui est testé par le laboratoire Merck, si je ne me trompe. Oui, oui. Et donc, en réalité, c'est quelque chose qu'on peut combattre définitivement. La Guinée en est où? C'est réglé. Et bon, parce qu'il y a eu un effort national, les soutiens sont là, il faut savoir les prendre, mais c'est d'abord la population qui est à la base de toute action de santé. Et ça, c'est ça qui manque à ce niveau-là, je pense. Sylvain Ulrich Obam, et puis ensuite un dernier mot d'Abdelkarim Akoukondogumi. Alors, je voudrais juste soulever le fait qu'au-delà des pouvoirs publics, parce qu'il y a souvent une focale sur les pouvoirs publics, mais tout ça va ensemble. La bonne gouvernance n'est pas seulement que financière, elle est aussi territoriale. Et cela appelle à l'implication des chefs traditionnels, parce que l'information, parce qu'il faut quand même dire, les populations qui vivent dans ces zones-là, beaucoup sont analphabètes. Beaucoup ne comprennent pas bien. Donc, il faut informer. Il faut créer un lien de confiance. Et dans le contexte actuel de la méfiance, parce qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup d'attaques, il faut des personnes de confiance. Et l'État, les pouvoirs publics doivent
se servir des autorités traditionnelles locales qui ne sont pas élues, qui peuvent être coutumières, mais aussi des autorités locales élues justement pour permettre d'appréhender et de faire en sorte que les populations puissent finalement accepter la réalité. Parce que les chiffres ont de quoi nous donner le tournis. 639 morts. Donc 574 sont confirmés, même si 65 sont, probables, mais c'est une réalité. Plus de 1000 cas sont recensés. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne gouvernance, un échange d'informations, une implication de tous les acteurs de la prévention, ça fait partie de la bonne gouvernance aussi. C'est aussi ça. Abdelkarim. Oui, moi je crois qu'on n'a pas encore saisi l'ampleur du désastre. Ça, ce que vous dites, c'est la partie visible de l'iceberg. Les gens qui ne sont même pas visibles, ça veut dire qu'ils ne viennent même pas vers ces autorités médicales pour les quantifier, les mesurer et les soigner. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans ces cas de figure, c'est qu'on a toujours l'impression que nos dirigeants sont toujours en train de courir après l'urgence. Ça veut dire que le feu se déclare et on court pour éteindre le feu. On devait se servir de leçons par rapport à ce qui se passe en ce moment, de faire de véritables politiques de prévention et d'anticipation. Il n'existe nulle part. Tous les 6 pays concernés dont on a cité tout à l'heure n'ont aucun moyen d'échange, ils ne travaillent pas ensemble, ils ne mettent pas de politique ensemble. Et comme vous avez dit, ça s'est propagé à Dakar, vous avez maîtrisé. Et quelle solution avez-vous renvoyé aux autres pays? Vous avez traité votre cas et vous restez à Dakar. Donc, moi, non, pas du tout. Il y a eu une coopération avec la Guinée, ça a bien marché. Il faut, pas seulement la Guinée, il y a 6 pays, donc il faut étendre jusqu'au RDC. Moi, je crois qu'on devait aussi largement impliquer nos institutions africaines et planifier. On n'a pas de politique africaine de planification des problèmes sanitaires. En Europe, ils ont des politiques, ils ont des plans A, plan B, plan C déjà prévus et ils réagissent par rapport à tous ces trucs. Malheureusement, on a des bonnes excuses. On dit voilà, c'est l'instabilité, on dit c'est la guerre, on dit c'est la pauvreté. Mais ces excuses-là ne doivent pas tenir. Il ne devait pas y avoir des excuses, il devait y avoir des responsabilités et les responsables doivent répondre de leur, comment on appelle ça, manquement. Merci à tous les trois pour ce point sur la situation en RDC avec cette épidémie d'Ebola qui continue donc de faire des victimes dans l'est du pays. Une courte pause, à tout de suite.